Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC, indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principales matières d'exportation du pays, le panier de la ménagère et un invité pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Béro Matanda, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui franc-congolais principale devise étrangère? La parité franc-congolais principale devise étrangère à l'indicatif se présente comme suit. $1 américain vaut 2845,1728 francs congolais. 1 euro équivaut à 3109,4226 francs congolais. 1 franc CFA égale à 4,7403 francs congolais. Et 1 rand sud-africain vaut 155,9581 francs congolais. Au marché parallèle, $1 américain équivaut à 2860 francs congolais. 1 euro équivaut à 2950 francs congolais. Et 1 franc CFA vaut 4,2 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? La tonne du cuivre a enregistré une hausse. Elle coûte $8,831,65 américains contre $8,714,65 américains la semaine dernière. Eric, le coût de la tonne du cobalt n'a pas bougé. Il revient toujours à $26,131 américains. L'once d'or est vendue à partir de $2447,85 américains contre $2385,80 américains la semaine passée. Le baril du pétrole revient à $77,10 américains contre $75,41 américains il y a une semaine. Une tonne de cacao est vendue à partir de $8,862 américains contre $8,223 américains la semaine dernière. Merci Béro Matanda. On vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. Avec 80 millions d'hectares de terres arables et 4 millions d'hectares de terres irrigables, la RDC compte 25 millions de personnes en insécurité alimentaire, peut-être même un peu plus. Quelle politique agricole réaliste pour inverser cette tendance? Jeudi Économie reçoit pour vous un professeur en économie. Il est lobbyiste et stratège en investissement. Il est très impliqué dans le secteur agricole. Professeur Patrick Onoya, bonjour. Bonjour Eric Ambago et merci de m'avoir invité une fois de plus. Nous vous avons au téléphone. Alors, première question, c'est quoi une politique agricole? Alors, merci beaucoup. Une politique agricole, en effet, est un instrument stratégique à dimension multiple, alimentaire, écologique, énergétique et industrielle. C'est un instrument qui s'inscrit dans une stratégie de développement agricole. Actuellement, on insiste beaucoup plus sur le terme durable, qui s'étend, n'est-ce pas, dans le sens de développer la production agricole. Alors, quels sont les objectifs d'une politique agricole? On distingue généralement 3 types d'objectifs. La croissance du PIB agricole, un premier objectif souvent qu'on a. Le second objectif qui peut y avoir, c'est l'amélioration de la sécurité alimentaire, qui pourrait concerner un pays tel que la République démocratique du Congo, mais ou encore la réduction de la pauvreté dans le milieu rural. Est-ce que la RDC a une politique agricole? Merci beaucoup. Ça, c'est une bonne question. La RDC a tenté, n'est-ce pas, des politiques agricoles. Vers les années 2012-2020, on a parlé du Programme national d'investissement agricole. Actuellement, nous avons ce qu'on appelle le PNAD, donc la politique de l'agriculture durable, qui est ce document multisectoriel pour la période
2022 à 2030. Ces programmes ont déjà été annoncés, il y a eu des ateliers, mais rien sur le terrain. Mais la question que j'aimerais vous poser, professeur, c'est pendant la colonisation et après l'indépendance, la RDC était une puissance agricole. Comment expliquer la chute? Alors là, vous me permettrez un peu de pédagogie, n'est-ce pas? Nous allons remonter dans l'histoire, parce qu'effectivement, comment sommes-nous arrivés, excusez-moi ce terme fort, à une certaine médiocrité dans le secteur agricole? Est-ce que les choses ont toujours été pareilles? Faisons un retour, un rappel historique. La République démocratique du Congo naît à la conférence de Berlin en 1885 en tant qu'État indépendant du Congo. Et en tant qu'État indépendant du Congo, le roi Léopold II va miser la stratégie de développement de la République démocratique du Congo sur le commerce du caoutchouc, le commerce des lianes, mais aussi de l'ivoire. Alors, lorsque Léopold II cède le Congo à la Belgique, eh bien, une nouvelle dynamique entre. Là, nous sommes en 1908. Mais il faut d'abord retenir qu'en matière de culture, d'un point de vue historique, très peu de cultures qui constituent l'alimentation selon les tribus en République démocratique du Congo sont d'origine congolaise. Ce sont des cultures qui ont été introduites soit un peu avant par les commerçants négriers, soit par les colons belges. Je parle par exemple du maïs et du manioc pour lesquels les origines sont plutôt d'Amérique centrale et Amérique du Sud. On dit qu'ils ont été amenés en Afrique centrale par les négriers. Mais on a aussi, par exemple, le riz, on a la banane plantain, le soya, qui sont des cultures qu'on reconnaît dans le pays, mais qui proviennent d'Asie du Sud-Est. Et les historiens disent que seul peut-être l'igname est reconnu de l'Afrique centrale. Pour dire simplement que ces différentes cultures ont été introduites progressivement et imposées, je pèse mes mots, par les colons belges après une certaine étude à la fois géographique, agronomique et anthropologique. Alors, revenons en 1908. En 1908, le développement de l'agriculture va connaître un certain essor à cause de trois choses fondamentalement. À cause de la mise en place des administrations à travers le pays. C'est-à-dire que la Belgique, lorsqu'elle a le Congo belge, qui s'appelle maintenant, veut installer les administrations à travers le pays. Alors, il crée un ministère de la colonie qui se prépare à envoyer des expéditions. Donc, il fallait alimenter les administrations coloniales éparpillées à travers le pays. Il fallait alimenter les expéditions, parce que lorsque la Belgique hérite la République démocratique du Congo, elle se préoccupe à connaître le pays. Donc, elle doit nourrir les différentes expéditions qui vont dans tous les sens. Mais aussi, elle établit une gendarmerie, elle établit une armée. Il faut nourrir, n'est-ce pas, tout cela. Ce qui amène la Belgique à réfléchir sur une stratégie à mettre en place au niveau du paysanat pour que les paysans arrivent à pouvoir cultiver beaucoup plus que ce dont ils ont besoin afin de pouvoir soutenir ces trois principales, n'est-ce pas, pôles de consommation que je viens de citer. Donc le colon belge avait une vision. Exact. On a une certaine vision agricole qui commence à ce niveau-là, mais vous retiendrez déjà quelque chose de clair dans la vision du colon belge, c'est la manière dont il organisait l'administration du territoire. L'administration des territoires était tenue par trois types d'individus. Un, il y a l'administrateur du territoire, c'est-à-dire que lorsqu'on envoyait un administrateur du territoire, souvent on lui adjoignait un agronome et un infirmier. Et dans l'organisation de l'administration du territoire, il a été imposé
pendant la période coloniale, des quotas de production aux villageois. Et ces quotas de production organisés par ce qu'ils appellent des moniteurs agricoles. C'est-à-dire qu'on n'imposait pas simplement aux paysans de pouvoir cultiver, mais cela était encadré par aussi des semences qui sont fournies et autres intrants agricoles. Mais aussi, l'administration coloniale organisait des marchés où les paysans pouvaient vendre leurs produits. Alors, il faut aussi retenir que la stratégie pour soutenir le développement de l'agriculture par la colonie était de pouvoir coupler le développement de l'agriculture souterraine avec la recherche agronomique. Et on verra la naissance, si j'ai bonne mémoire, en 1933 de l'Institut national d'études agronomiques au Congo belge. Mais il faut savoir que préalablement, déjà vers les années 20, des botanistes belges créent un jardin zoologique vers Eyala, ça je crois qu'on est à l'Équateur, ainsi qu'à Kisantu. C'est-à-dire que les colons belges avaient compris qu'on ne pouvait pas développer l'agriculture sans la recherche agronomique. Mais vous constaterez vous-même que l'ancêtre de l'INERA, qui est l'INEAC que je viens de citer, qui est né en 1933 et qui a été rebaptisé après INERA avec célèbre Yangambi, n'est-ce pas? On a Ngandajika, on a des pôles comme ça, une trentaine de pôles de recherche agronomique qui ont été identifiés. De nos jours, l'INERA, INEAC dans son ancienne appellation, qui a soutenu le développement de l'agriculture, de nos jours, l'INERA est en délabrement avancé. Comment est-ce que une politique agricole peut tenir sans une recherche agricole soutenue? Parce que c'est cet institut de recherche qui est supposé faire des recherches pour produire, par exemple, des semences d'une qualité permettant de pouvoir assurer de bonnes cultures. Retenez que nous prenons ici la petite analyse comparative avec ce qui se fait actuellement, c'est que la question des routes de desserte agricole a été prise en aval, c'est-à-dire qu'il a été développé avant tout l'agriculture dans les territoires et les colons se sont maintenant posé la question de quelle manière ils relient les centres de production avec les centres d'évacuation. Mais là où je veux vous étonner, c'est que les routes de desserte agricole coloniales n'ont pas été pratiquement toutes construites par des engins. Ces routes ont été construites par les paysans avec l'assistance de quelques ingénieurs belges par la méthode qu'on appelle la méthode IMO, c'est-à-dire haute intensité de main-d'œuvre, c'est-à-dire pas d'engin, n'est-ce pas, mais juste le cantonnage qui vous permet d'ouvrir des routes en terre battue. Lorsqu'on arrive à l'indépendance, on est toujours une puissance économique, une puissance agricole, mais qu'est-ce qui explique qu'après la RDC sombre, on assiste maintenant à une baisse de production? Cher Eric Ambago, merci pour cette question. Il y a un seul mot qui explique tout ça et je vais argumenter. Le mot clé, c'est la politique. C'est la politique qui a détruit l'agriculture. Je m'explique. Lorsque la colonisation cesse à l'indépendance en 1960, les Belges nous lèguent une économie totalement diversifiée. À l'indépendance, la contribution de l'agriculture, particulièrement dans les exportations, est de l'ordre de 40% et les mines à hauteur de 60%. Je vais donner d'abord des dates, quelques dates clés. 40% de contribution au PIB, donc des exportations agricoles en 1960. Lorsque nous organisons les premières élections démocratiques en République démocratique du Congo, nous sommes en 2006. La contribution des exportations agricoles au PIB est réduite à 10%. Et lorsque nous entrons dans le second mandat du chef de l'État, fin 2023, la contribution des exportations agricoles est de moins
moins de 5%. Entre 1960 et 1967, la République démocratique du Congo est dans une période trouble. Et vous savez que généralement, les troubles affectent sérieusement le milieu rural. Vous savez qu'on produisait dans la grande province orientale du coton qui soutenait l'industrie textile à Kinshasa. Toutes ces choses, avec les guerres, se sont vues en ballottement. Mais la situation critique, c'est à partir de 1973. Le président Mobutu décide la zaïanisation, ce qui fait que on a cet ensemble d'exploitations agricoles grandes et petites à travers le pays qui sont cédées à des Congolais non initiés à l'entrepreneuriat agricole. Mais ils n'ont pas beaucoup de chance parce que dans la même année, en 1973, on a le choc pétrolier qui vient effriter les exportations. Mais j'ouvre une parenthèse. La période coloniale n'a pas été aussi que rose. Vous vous rappelez de la Grande Dépression de 1929. La Grande Dépression de 1929 a affecté aussi les exportations des colonies. Mais au moins, lorsque il existe une certaine culture de l'entrepreneuriat agricole, de l'investissement agricole, les colonies, particulièrement le Congo belge, a dû reprendre à partir de 1934 et surtout vers 1937. Mais chez nous, lorsqu'à partir de 1973, on passe les plantations aux Congolais, c'est la débâcle et nous en sortirons jamais. Il s'en est suivi les deux pillages de 1990, de 91 et l'entrée de la FDL. Tout cela a tué carrément toute l'exploitation agricole. Je crois que plusieurs auditeurs apprennent qu'il y a eu ce qu'on appelait un plan national d'investissement agricole entre 2012 et 2020, qui n'a pas fait parler d'elle. Actuellement, nous avons ce qu'on appelle le PNAD, qui date de 2022, nous sommes en 2024, nous nous posons des questions. La revanche du sol sur le sous-sol, ce n'est pas juste un slogan ? Je dois avouer que la vision du chef de l'État est en souffrance. Parce que une vision doit être matérialisée. La revanche du sol sur le sous-sol, nous venons d'expliquer ici que cela a existé. Si le colon a réussi à pouvoir amener à ce que les exportations agricoles contribuent à hauteur de 40% dans le produit intérieur brut, s'il vous plaît, eh bien, c'est pour dire qu'il a existé une revanche du sol sur le sous-sol. À ce jour, il se pose des problèmes multiples, parmi lesquels aussi des problèmes de méthodologie. De quelle manière on s'y met pour y arriver? Je répète souvent ce qu'un ami me dit, c'est que le Congolais est né avec une brique dans la tête. Lorsque vous voyez les gouvernements successifs croire en parlant du développement du pays, on dit il faut les infrastructures. Mais je vous ai expliqué ici que le Belge, pour développer l'agriculture, n'a pas mis des engins partout. Si les gens sont conscients que ce qu'ils produisent, allez, on les organise. C'est pour dire simplement que la République démocratique du Congo souffre des problèmes structurels. Mais au-delà des problèmes structurels, il y a des problèmes culturels. Parce que on a cette résolution de Maputo où l'Union africaine a exhorté les gouvernements à allouer un minimum de 10% dans le budget de l'État à l'agriculture. Eh bien, c'est une équation compliquée. Une équation qu'aucun gouvernement n'arrive à réaliser. Alors, professeur, justement, parlons de cet abandon de l'agriculture. On parle de l'agriculture priorité des priorités. Et pourtant, suivant la loi des finances 2024, le ministère de l'Agriculture devrait bénéficier des allocations à hauteur de 920 millions de dollars américains, ce qui représente 6,56% des dépenses totales du gouvernement de la RDC. C'est très marginal, professeur. La culture agricole reste le maître mot qui nous empêche de développer l'agriculture. L'intellectuel congolais finit son université, il fait même un doctorat sans comprendre l'importance de l'agriculture. Dans ce pays, un fonctionnaire du ministère de l'Agriculture, du secrétariat, me rappelait que
le taux d'exécution dans le secteur agricole du budget de l'État, les 20 dernières années, ont dépassé difficilement l'ordre de 0,5%, s'il vous plaît. À savoir que juste avant le premier mandat du chef, on était au moins à 2% réservé par l'agriculture. On est monté à 5% lors du premier mandat, mais le taux d'exécution n'a toujours pas suivi. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment des intellectuels n'arrivent toujours pas à comprendre l'importance de l'agriculture. Nous comprenons, nous, à notre niveau de notre analyse, c'est que c'est un problème de culture agricole. Nous n'avons pas encore compris, quand bien même on peut dire que le cacao, une tonne de cacao actuellement se négocie, n'est-ce pas, pratiquement au même prix. D'ailleurs, dans cette émission, on nous rappelle cela par Madame Béraud Matanda, n'est-ce pas, que la tonne de cacao a pratiquement le même prix que la tonne de cuivre. Nous sommes autour de 8 500 $ pour une tonne de cacao et autour de 8 500 $ pour une tonne de cuivre. Mais vous comprendrez que le gouvernement a toujours ses yeux sur les mines. Nous devions entendre que le gouvernement met aussi un accent sur le cacao parce que le cacao peut produire autant d'argent que les mines. Et d'ailleurs, en termes de ratio d'investissement, pour produire une tonne de cuivre, l'investissement initial, on a besoin de 50 fois plus d'argent pour produire une tonne de cuivre qu'une tonne de cacao. Vous voyez, malgré ce ratio ahurissant, n'est-ce pas, vous comprendrez que nous sommes toujours orientés vers les mines. Or, l'orientation vers les mines, c'est l'héritage de la stratégie de croissance économique à partir de 1908. Mais même s'il faut que nous restions des conservateurs, moi je propose que nous puissions tout copier dans ce cas. Parce que si la Belgique a défini la politique de développement économique basée sur l'extraction minière, elle n'a pas oublié les aspects de diversification de l'économie jusqu'à atteindre en 1960 une quasi-parité entre, n'est-ce pas, la contribution du secteur minier au PIB et celle de l'agriculture. Face à cette situation, est-ce qu'on n'a pas besoin d'une loi de programmation agricole? Eric Ambago, je venais de vous parler ici du PNAD, qui est la politique agricole durable 2022-2030. Et nous sommes en 2024. Et je peux peut-être même vous présenter très rapidement les objectifs spécifiques de cette politique agricole qui est en vigueur actuellement. Si vous le permettez, très rapidement. Le premier objectif spécifique, c'est promouvoir une agriculture innovante et résiliente, garantie de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 2, réguler l'offre des produits agricoles sur le marché de façon à sauvegarder des niveaux de prix dans l'intérêt des producteurs et des consommateurs. 3, promouvoir l'exploitation rationnelle et durable des espaces de production et des ressources qui assurent la stabilité des couvertures forestières et du capital naturel du pays. 4, faciliter l'accès au foncier et contribuer à la sécurisation foncière, à l'engagement et à l'organisation des communautés locales et peuples autochtones pygmées. 5, veiller à la participation des populations vulnérables, femmes, jeunes, peuples autochtones pygmées, dans le processus de prise de décision. 6, contribuer à améliorer la gouvernance des institutions et renforcer les capacités des acteurs. C'est beau à lire, n'est-ce pas? Mais nous nous rendons compte que nous ne voyons pas l'action sur terrain. Mais nous parlons ici de la mise en application. Et cette mise en application, elle est intimement liée au budget qu'on alloue. La vision du chef de l'État de la revanche du sol sur le sous-sol sera un slogan si le gouvernement décide toujours de laisser l'agriculture comme un parent pauvre. Si nous continuons toujours à
mettre la réflexion des infrastructures avant la réflexion économique. Aujourd'hui, pour développer l'agriculture, est-ce qu'il ne faut pas d'abord commencer par identifier ces agriculteurs à travers le pays, renforcer leurs capacités, booster en termes de semences pour qu'ils puissent produire? Entre-temps, on va continuer cette politique des routes de dessert agricole. Naturellement, nous entrons là vers les problèmes structurels de l'agriculture congolaise. Alors, les grands problèmes structurels de l'agriculture congolaise, ils comprennent les techniques agricoles à faible productivité et non durables. Un problème de techniques agricoles, une dégradation des voies de dessert agricole. Ça, c'est aussi un deuxième problème structurel. L'insuffisance des infrastructures de production, de transformation, de conservation et de stockage et de commercialisation. Ça, ce sont d'autres problèmes. Le déficit de dessert en énergie, un autre problème structurel. L'accès limité aux services financiers. Pas plus tard que la fois passée, nous avons parlé du fait qu'il est important de réduire l'exclusion financière en milieu rural parce que l'agriculture se développe beaucoup plus en milieu rural. Or, l'inclusion financière en République démocratique du Congo est de l'ordre de 30%, signifie 70% des exclus. Et les 70% exclus sont majoritairement dans les régions rurales, dans les zones rurales. Ça, c'est une question fondamentale qui touche le milieu rural. Ce qu'il faut, c'est avant tout, l'argent, c'est le nerf de la guerre, s'il vous plaît. Je veux revenir toujours. Et depuis la nuit des temps, le ministère pauvre, parmi les pauvres, on a le ministère de l'Agriculture. Mais dans un pays où il y a 27 millions de Congolais qui souffrent de la faim selon le programme alimentaire mondial, dans un pays où 17 enfants, s'il vous plaît, de 0 à 5 ans meurent chaque heure, mais dans un pays où le taux d'exécution du budget de l'agriculture ne dépasse pas 0,5%. Tout ce que nous voyons ici, tous ces problèmes structurels se traduisent, pour que ça traduise en plan d'action, n'est-ce pas, vont nécessiter de l'argent. Il faut combien, professeur? Il faut combien à peu près pour... Cela doit être évalué, mais nous revenons vers les résolutions de Maputo, n'est-ce pas? Nous revenons vers les résolutions de Maputo pour dire que le gouvernement fasse un effort d'allouer 10%, n'est-ce pas, de son budget à l'agriculture. Et le problème n'est pas que ça existe sur papier. Donc avec un budget de 16 milliards, on peut dégager 1,6 milliard pour l'agriculture. Décaisser. Parce qu'il y a un problème, je vous ai dit ici, on peut le mettre sur papier, mais le décaissement ne suit pas. Et un ministère tel que l'agriculture, dorénavant, si l'on veut réellement suivre la vision du chef de l'État et de faire de la revanche du sol sous le sous-sol une priorité, on devait le voir même dans la catégorisation des ministères. Le ministère de l'Agriculture devrait être une vice-primature. Allons vers les actions concrètes. Avec votre exemple que nous suivons de près, un étudiant 1 hectare. Pourquoi cette initiative? Merci beaucoup. Permettez-moi de commencer avant d'entrer dans la matière qui me concerne et qui me passionne, que vous posez, d'émettre une réflexion qui a été émise par un éminent économiste, Amartya Sen, qui est l'un des pères de l'indice de développement humain, IDH. Eh bien, on a dit qu'une politique agricole avait pour objectif aussi d'accroître le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut. Mais Amartya Sen a fait une étude sur la situation de l'Inde en 1943. En 1943, en Inde, il y a eu une famine qui a décimé plus de 1 million d'habitants. Mais pendant que, au fait, c'était une colonie britannique qui se développer sur base des industries minières et tout ça. C'est-à-dire que comment expliquer qu'on a une telle famine, mais aussi du point de vue du PIB, on est content des productions. Comment faire correspondre croissance du PIB et pauvreté? Comment? Par exemple, dans notre pays, la croissance économique est tirée par le secteur extractif. Malheureusement, l'UNICEF constate que parmi les coins où il y a une pauvreté accentuée, on a aussi des coins tels que Kambove. Kambove, c'est à côté de Lukasi. Nous sommes au Haut-Katanga. Le Haut-Katanga qui est deuxième
contributeur dans le PIB de la République démocratique du Congo. Voici ce genre de contradiction que Amartya Sen a constaté en disant qu'il est anormal, n'est-ce pas, d'avoir d'un côté un PIB tiré par exemple par le secteur extractif et une famine de l'autre. Voilà pourquoi, de nos jours, au-delà du PIB, le PNUD a introduit l'indice de développement humain pour analyser aussi de quelle manière on combat la pauvreté. C'est ça l'objectif du projet, un étudiant, un hectare pour un étudiant avec sa variante pour la jeunesse qui est un étudiant pour chaque hectare. Je vais expliquer d'abord les objectifs du projet un hectare pour un étudiant. Nous sommes allés sur base de toute cette étude avec les étudiants de l'Université de Kinshasa où nous avons émis cette réflexion. C'est 3 objectifs. Premier objectif, c'est la création de la culture agricole. Les étudiants se sont questionnés. Comment expliquer que la plupart de ceux qui sont au Parlement sont des universitaires? La plupart, si pas tous ceux qui sont au gouvernement, sont des universitaires. Pourquoi il n'y a toujours pas cet intérêt pour l'agriculture? La première cause qu'on a identifiée, c'est le manque de culture agricole chez l'intellectuel congolais. Alors nous nous sommes dit que si l'intellectuel congolais, dès que à partir de l'université, peut, n'est-ce pas, intégrer l'agriculture aussi comme une source de richesse, autant que les maisons. Deuxième objectif, c'est la création de la culture de l'entrepreneuriat agricole. Le secteur en République démocratique du Congo où vous pouvez avoir beaucoup d'argent, c'est l'alimentation. Donc, il faut aller vers l'agriculture, il faut aller vers l'élevage, il faut aller vers la pêche. Vous allez avoir beaucoup d'argent parce que les gens ont besoin de manger. Donc, nous voulons créer cette culture agricole. Et troisièmement, c'est la culture de l'investissement. L'investissement est un concept financier. Que de savoir, de voir que oui, je peux mettre de l'argent dans l'agriculture et je peux gagner. Mais à cela nous permet de contribuer à la réalisation de l'article 47 de la Constitution. L'article 47 de la Constitution stipule que le droit à la santé, le droit à la sécurité alimentaire est garanti en République démocratique du Congo. Mais pour cela, il est important que les gens mettent la main à la pâte. Projet un étudiant, un hectare, on en est où exactement aujourd'hui? D'abord, permettez-moi de parler des 4 composantes. C'est juste pour bien comprendre la structuration du projet et je vous donne la situation actuelle. Le projet un hectare pour un étudiant a 4 grandes composantes. Les 4 grandes composantes, ce sont les souscripteurs, ce sont les étudiants, ce sont les jeunes, les personnes intéressées par l'agriculture. C'est la première composante. La deuxième composante, ce sont les chefs de terre. Ce sont les personnes qui ont des terres, qui peuvent les mettre à la disposition de la jeunesse pour pouvoir développer l'agriculture. La troisième composante, ce sont les partenaires techniques, les agronomes, les techniciens agricoles, les économistes ruralistes. Et enfin, la dernière composante, c'est les partenaires financiers. Vous savez qu'à travers le monde, l'agriculture, si elle se développe à travers des subventions. À ce jour, nous avions réfléchi comme ceci. L'Université de Kinshasa, qui est le géniteur, n'est-ce pas, de ce projet, porté par son recteur, le professeur Jean-Marie Kayembe, possède 500 hectares de terre en Djili-Brasserie. L'Université de Kinshasa a accepté de pouvoir céder 100 hectares de terre au projet un hectare pour un étudiant. Nous voulons à ce niveau-là de Djili-Brasserie faire un complexe agro-industriel. Un nouveau Bukanga Lonzo? Non, pas du tout. Là, c'était un éléphant blanc. Ici, nous parlons de quelque chose de modeste, d'utile. Parce que lorsque vous cultivez, vous devez vous poser la question, où est-ce qu'on va les stocker? Il faut de l'eau, ainsi de suite. C'est-à-dire on appelle ça, si on était dans une construction, une base vie. Et nous travaillons étroitement avec la direction générale qui gère la ferme agro-pastorale de Djili-Brasserie, qui est au fait la faculté d'agronomie de l'Université de Kinshasa. C'est pourquoi nous organisons une soirée de levée de fonds le 30 août afin que toute personne intéressée
avoir cette agriculture se développer à partir des étudiants, à partir des jeunes, de pouvoir mettre la main à la pâte. Je rappelle que notre invité, c'est le professeur Patrick Onoya. Professeur, avec vous, nous allons suivre le panier de la ménagère avec Béro Matanda. Les prix des produits de première nécessité sont vendus de la manière suivante sur les marchés à Kinshasa. Un sachet de sucre de 5 kg coûte 16 000 francs, un sac de semoule de 25 kg coûte 46 000 francs, la mesurette ou écolo coûte 3 000 francs, la mesurette ou écolo des maïs coûte 2 000 francs congolais, un sac de cossettes de manioc varie entre 80 et 150 francs. Le seau des cossettes de manioc coûte 17 000 francs congolais. Un sac d'haricots varie entre 220 et 250 dollars américains. La mesurette ou copeaux varie entre 2 500 et 5 000 francs congolais. Un sac de riz de 25 kg coûte 73 000 francs. Un sac de farine de froment de 50 kg coûte 230 000 francs congolais. La mesurette ou écolo est à 4 500 francs congolais. Un sac de sel revient à 23 000. La mesurette ou écolo coûte 3 000 francs congolais. Un bidon d'huile de palme de 5 litres coûte 18 voire 20 000 francs congolais. Celui d'huile végétale de 5 litres varie entre 25 et 30 000 francs. Celui de 10 litres revient à 44 500 francs congolais. Celui de 15 litres coûte 66 700 francs congolais. Et celui de 25 litres varie entre 103 et 120 000 francs congolais. C'est selon la marque. Une rame de poisson chinchard coûte 75 000 francs. Le kilo coûte 8 000 francs congolais. Un carton de poisson golo coûte 66 000 francs. Un carton de cuisses de poulet coûte 58 000 francs congolais et le kilo est à 6 500 francs congolais. Un carton de rognon coûte 55 000 francs. Un carton de viande de bœuf revient à 125 dollars américains et le kilo est à 18 000 francs. Un carton de poisson salé revient à 65 dollars, le kilo est à 22 voire 23 000 francs congolais. Un carton de poulet sans emballage ou poulet nu coûte 70 000 francs congolais. Un poulet est vendu entre 10 et 15 000 francs congolais. Un carton de poisson mungusu coûte 85 000 francs, le kilo est à 9 000 francs congolais. Un carton de gésé coûte 72 000 francs et le kilo est à 7 500 francs congolais. Un carton de tripes revient à 90 000 francs et le kilo est à 10 000 francs. Un tas de bananes plantains varie entre 2 000 et 10 000 francs congolais. Un tas de patates douces varie entre 2 000 et 5 000 francs congolais. Un tas de tarots varie entre 2 000 et 5 000 francs congolais. Un filet d'oignon varie entre 38 et 100 000 francs congolais. Celui de ail est à 78 voire 80 000 francs congolais. Une tomate fouillée coûte 300, 500 voire 1000 francs congolais. Une botte de feuilles de manioc se vend à partir de 3 000 francs congolais. Celle des épinards coûte 2 000 voire 3 000 francs. Celle d'oseille coûte 1 000 voire 2 000 francs congolais. Une orange coûte 500, 1 000 ou 1 500 francs congolais. Une pastèque varie entre 5 000 et 20 000 francs congolais. Un plateau d'œufs coûte 18 000 francs. Un œuf se vend entre 700 et 800 francs congolais. Un pain se vend à partir de 200 francs dans les boulangeries artisanales ou Mapayakoni. Merci Béro Matanda, on vous retrouve la semaine prochaine avec vos différentes rubriques. Alors professeur, rapidement, on amorce l'atterrissage. Réduction du prix du carburant envisagé par le gouvernement, réduction du prix de 9 principaux produits de première nécessité envisagés avec une batterie de mesures annoncées par le gouvernement. Toutes ces mesures sont réalisables. Ce que la population veut voir, c'est la pratique. Et si cela marche, nous serons contents. Parce que c'est ça que nous attendons du slogan « Le peuple d'abord ». En analysant la fermeture de la frontière zambienne le week-end passé, on peut dire qu'une crise avec la Zambie peut déséquilibrer notre cadrage macroéconomique. Nous devons travailler sérieusement, j'insiste, au moins 10 ans pour rétablir le tissu agricole, pour rétablir le tissu industriel. Professeur, vous êtes également cadre de l'UDPS. Votre parti est apparemment dans la tourmente. Vous allez vous en sortir ? Je pensais que j'allais échapper à cette question, mais bon, ok, je n'échappe pas. J'aime ce que le chef de l'État a rappelé lors de sa dernière sortie sur Top Congo, c'est que le débat qui peut être houleux a toujours existé à l'UDPS. Et je pense qu'à chaque fois
l'UDPS en est sortie plus forte. La crise à l'UDPS a une influence sur l'Union sacrée. On a vu au Sénat que la liste communiquée par le Présidium n'a pas été respectée. Les gens ont maintenu leur candidature. Est-ce qu'on va vers le déclin de l'Union sacrée de la nation? La situation des élections au Sénat a démontré effectivement la possibilité des pêcheurs en eau trouble. Mais la bonne nouvelle, comme je le dis, dans les prochaines semaines ici, vous entendrez qu'il y a le calme. Je rappelle que notre invité, c'était le professeur Patrick Onoya. Il est lobbyiste, il est également très impliqué dans le secteur agricole. Professeur Patrick Onoya, merci d'avoir répondu une fois de plus à l'invitation de Jeudi Économie. Merci Eric Ambago. Merci à Miguel Ménal, le réalisateur. Merci à vous, chers auditeurs. Vous pouvez suivre cette émission sur notre page Facebook, Jeudi Économie avec Eric Ambago. À très bientôt.